In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis assez bien entouré aujourd'hui parce qu'on va parler d'une revue de cinéma et vous savez que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi et qui m'a accompagné en tout cas dans ma cinéphilie et dans mon métier de critique de cinéma. Cette revue s'appelle, vous la connaissez, ça s'appelle Prime Cut. Voilà, je montre là avec Michael Winner en couverture. Le sous-titre de cette revue, c'est Rendez-vous avec les cinéastes de l'ombre. C'est très important, on va en parler. Et pour en parler de cette revue, 3 personnes qui font partie de la rédaction, entre autres Thomas Roland, Jérôme Potier et Christophe Cosins, qui sont... alors, vous avez pas mal de casquettes j'ai vu ça dans l'Ours. Alors, Jérôme Potier et Thomas, j'ai vu que vous étiez rédacteur en chef. Christophe, c'est dans l'édition et directeur de publication. Mais il y a plein d'étiquettes. En tout cas, merci énormément d'avoir pris le temps d'être là pour répondre à mes questions. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Comment allez-vous? Ça va bien, et toi? Très bien. Très bien, on est en bonne compagnie. Donc, voilà. Voilà. On va parler Cinoche, on va parler tout ça, c'est très bien. Alors, moi, quand je dis que vous avez plusieurs casquettes dans l'équipe, est-ce que je suis un peu dans la vérité? Ce qui veut dire aussi que c'est une revue qui quand même a été, qui n'est pas bricolée, mais voilà, vous portez la revue énormément. C'est quelque chose peut-être aussi qui est à l'image de ce que c'est qu'une revue aujourd'hui, de comment créer une revue. Est-ce que je me trompe pas quand je dis vraiment vous portez plusieurs casquettes? Oui, et puis en même temps, c'est normal parce que c'est une revue, on n'a pas non plus un budget faramineux, donc il faut qu'on se partage les tâches, qu'on se partage le travail, et chacun fait selon ses défauts et ses qualités. Et oui, on est un peu cumulard, quoi. Voilà, on est à la fois rédac chef, Thomas, il s'occupe aussi de relire, corriger les articles. Moi, je vais être directeur de rédac pour faire le lien avec les rédacteurs. On a un éditeur, par exemple, qui n'est pas qu'éditeur, en même temps, il travaille aussi beaucoup sur la partie graphique de la revue. Voilà, et puis il y a Emmanuel Le Gagne qui n'est pas là, qui travaille aussi un peu sur la partie graphique. Donc voilà, on essaye de se partager le travail et d'équilibrer les tâches entre nous, sachant qu'on a tous effectivement des vies professionnelles bien chargées. Donc on fait ce qu'on peut, mais effectivement, on a plusieurs casquettes parce que c'est plus simple de fonctionner comme ça. Voilà. Ouais, comme par rapport à Jérôme et tout, c'est vrai que nous, on se connaît pour tout dire, on se connaît depuis un petit moment. Et puis, c'est vrai que depuis les films de la Gorgone, on a quand même eu l'association qu'on a pu créer là avec Jérôme et où Thomas est arrivé, je crois, 1 an ou 2 ans après, même pas. Ou après. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a, même au sein de l'association qui a été avant Prime Cut, avant Ecstasy of Film, c'est-à-dire que on a toujours eu, journaliste à écrire, à tout faire, à faire des interviews en festival, à revenir, à traduire, à faire à faire de multiples choses, à être dans le montage, dans la réalisation, quoi. C'est vraiment ce qui permet en fait d'avoir multiples casquettes. Ce qui permet quelque part, c'est de savoir de quoi on parle et où on va. C'est-à-dire que du coup, on connaît le métier, on connaît les choses qu'on fait, et de ce fait-là, c'est plus facile, on est rodé. Voilà, on doit se connaître depuis une quinzaine d'années. Pour moi, avec Thomas, voire plus. Avec Jérôme, on n'en parle pas. Voilà, c'est pareil. Des années. C'est hors d'âge. Ça fait tellement de temps, c'est que du coup, on connaît tous nos forces, nos faiblesses, on avance, on a plusieurs casquettes et ça se passe très bien comme ça. On a une cinéphilie, on se connaît bien, on a des cinéphilies qui se complètent et qui sont un peu différentes. Alors c'est ça qui m'intéresse. Vous venez d'où cinéphiliquement? Cinéphiliquement, vous venez d'où? Cinéphiliquement, moi je viens du fanzine, moi je viens du bis italien, moi voilà, je suis un fada moi je viens de Mad Movies, voilà, en fait, depuis tout petit, depuis tout gamin, je lisais Mad Movies, vraiment, et je le lis toujours, je suis toujours abonné, voilà. J'ai dû commencer à l'acheter à un numéro qui date avant le numéro 30, donc c'est pas récent. Donc je le lis vraiment depuis longtemps. Et puis
Après, bien sûr, je lis plein de revues. Hein. Je lis quasiment toutes les revues qui sortent, mais parce que j'adore les revues. En fait, je suis un passionné de revues, pas que de revues de cinéma. Et ma cinéphilie, à la base, c'est vraiment le cinéma et le cinéma bis italien, surtout. Voilà. Puis après, évidemment, je me suis ouvert à plein de choses. Mais au départ, c'est la passion du bis italien. Je ne rentre pas dans le détail, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est vrai qu'avec Christophe, on partageait cette passion du bis italien. Et puis, quand on s'est rencontrés, en fait, je revendais des midi-minuit fantastiques d'occasion sur une brocante. Il y a très, très longtemps, et Christophe m'en a acheté un. Et on ne s'est plus quitté depuis des dizaines d'années maintenant. Et puis, Thomas nous a rejoints sur un tournage, que Thomas, qui aussi m'a fait évoluer dans ma cinéphilie, m'a fait rencontrer d'autres cinéphilies, m'a ouvert à d'autres réalisateurs, il m'a fait découvrir des choses, Nadav Lapid par exemple, en tout cas ses premiers films qu'on aimait bien tous les deux, qu'il m'a fait découvrir, enfin voilà, plein de choses comme ça, et ce qui fait que oui, on a plein d'atomes crochus, puis ensemble on a travaillé aussi. Parce que moi je suis rédac chef d'une émission qui s'appelle Culture Prohibée, qui existe depuis 13 ans, qui est diffusée en France et en Belgique, d'une émission de radio qui est un podcast aussi, et on a travaillé tous les trois ensemble sur cette émission, et Thomas nous a rejoints dans l'émission. C'est comme ça qu'on s'est plus habitué à travailler ensemble avec Thomas. Et donc, on est aussi une bande de copains, quoi. Voilà, il faut le dire, c'est important. Moi, je viens plutôt une cinéphilie plus classique au départ. Notamment, moi, j'étais un lecteur de Starfix, moi. Moi, j'étais un convaincu Starfix, que j'ai connu dans les années 80, 85, 86. Et j'étais plutôt cinéma américain. Donc, cinéma américain, au départ, années 70, 80. Après, cinéma classique, hein, Howard Hawks, John Ford et compagnie. Donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec les films de Carpenter qui passaient sur la 5, les films de Brian De Palma, etc. Richard Donner, La Malédiction, je me souviens, tout ça s'est passé sur la 5. Un petit peu de films italiens, de téléfilms. Hein. Il y avait les téléfilms de Lamberto Bava qui passaient aussi sur la 5. Puis, Mario Argento et un tout petit peu de Mario Bava. Je crois que à l'époque, j'ai dû en voir qu'un. Hein. C'était Stéphane pour l'assassin qui était passé sur la 6 à l'époque. Donc, très peu de. Je connaissais en fait assez peu le cinéma italien que j'ai découvert grâce aux deux zigotos là, qui sont avec nous, Christophe Cosins et Jérôme Potier, qui sont très branchés au cinéma bis italien. Et moi, j'ai découvert que récemment, en fait, le cinéma bis italien, tous les différents réalisateurs qui sont maintenant édités en DVD Blu-ray. Et comme j'habite à Amiens, où il y a un festival du cinéma, qui est un festival du cinéma, on va dire, internationaliste, hein, appelons-le comme ça. D'ailleurs, c'est le Festival international du film d'Amiens, et qui parle un peu de toutes les cinéphilies. Au fur et à mesure, je me suis surtout intéressé, comme tu le sais, Samir, au cinéma africain. Ouais. Donc, vu qu'il y a une large part du festival qui a longtemps été vouée au cinéma africain, hein, tous les ans, il y avait un hommage, une rétrospective à un pays ou un cinéaste issu du continent africain. Et donc, je me suis un peu intéressé au cinéma africain. Donc, c'est un peu un domaine auquel j'attache beaucoup d'importance, à essayer de faire découvrir autour de moi pour montrer que l'Afrique, c'est pas seulement que des massacres et de la famine, etc. Quoi. Il y a aussi d'autres choses qui se fait là-bas, pas seulement au cinéma, aussi en BD. Hein, dans l'émission de Jérôme Potier, hein, j'ai pu parler notamment de bandes dessinées qui viennent du Cameroun, de la RDC, etc. Quoi. Donc voilà, j'ai un parcours, je dirais, un petit peu plus classique au niveau cinéphilie, quoi. Et donc, moi, ma Bible, c'était Starfix. Ça a toujours été Starfix. Et d'ailleurs, je les ai tous maintenant. Je suis très content. Je les ai mis dans un coffre pour pas qu'on me les vole. Donc, voilà. Moi, au départ, je suis très cinéma américain. Je suis un cinéma, c'est entre les deux, entre Jérôme et Thomas, parce que c'est vrai que le cinéma américain, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Mais je suis venu plus avec ça fait un petit peu vieux con, mais avec la dernière séance où Patrick Brion au cinéma de minuit, voilà, ce genre de choses. C'est que du coup, c'est vrai que le cinéma italien était pas, pour rejoindre Jérôme, le côté man movies et tout, c'est que du coup, moi j'ai une formation très classique et de cinéma américain et tout, et de l'autre côté, c'est c'est que le cinéma italien, le cinéma fantastique, tout ça, c'était limite, t'allais l'acheter en fait dans ta librairie sous le manteau, t'en parlais moins. Moi, je sais que j'ai fait une école de cinoche. Quand on me voyait arriver avec, c'est là où aussi on a fait quelque chose tous les trois sur Jean Rollin, et moi ça a été un sujet de Doug, par exemple. Ouais.
documentaire sur Jean Rollin, qui a donné d'ailleurs une édition par la suite dont j'ai sorti Jean Rollin, un documentaire sur Jean Rollin, un des bonus qu'on avait fait, sans le savoir. En fait, tout est lié, quoi. Tout est, mais c'est vrai que moi, quand j'arrivais à la fac avec ça, en parlant de Rollin, de Bava, de tout ça, faites des fiches sur un réalisateur. Moi, j'arrivais avec Argento et c'est vrai que c'était plus souvent, on arrivait plus souvent avec des fiches Bresson, tout ça. Eh oui. Voilà, ça reste quand même. Et puis, c'est là où je rejoins aussi Thomas. C'est que moi, le cinéma, le Festival d'Amiens m'a fait découvrir un cinéaste qui, pour moi, un dieu que je saoule tout le temps tout le monde. Et du coup, j'en reparle là. C'est de Don Siegel. Et c'est vrai que c'est grâce, en étant étudiant à la fac d'Amiens, que j'ai découvert, grâce au festival c'est Jean-Pierre Garcia, je crois, une rétro Don Siegel. Et là, tu te prends que des claques. Parce que pour moi, le Don Siegel, à la base, c'était l'inspecteur Harry. Et en fait, quand tu découvres tout derrière, c'est ce qui fait que notre cinéphilie est comme ça. Et c'est ce qui fait que on arrive à Prime Cut comme ça pour faire limite, pour être passeur de mémoire et de donner l'envie de donner les clés, quelque part comme pour Prime Cut. Hein. Finalement, nos parcours sont liés à tout ça et c'est ce qu'on redonne finalement quelque part à Prime Cut, nos parcours différents, le cinéma africain, tout ça. Bon, après, c'est vrai que du coup, moi, c'est pareil. Thomas m'a fait découvrir cinéma africain, des choses comme ça, je ne serais pas allé voir, quoi. Cinéma du monde, voilà, au Festival d'Amiens, j'ai coincé les doigts de Rai Tipan dans la porte quand sans faire exprès, et c'est là où il arrive sur scène et on me dit tiens, c'est Rai Tipan. Je vais coincer les doigts 5 minutes avant en relâchant la porte battante et tout. Je l'ai entendu hurler, le pauvre, et là, comment on découvre comme ça la cinéphilie? Non, mais c'est vrai qu'ils ont raison, les copains, parce qu'effectivement, on part d'une cinéphilie à la base, on va dire, qui va être plus restreinte, puis avec le temps, on l'étend, évidemment. Là, en ce moment, par exemple, je suis à fond dans des Gilles Grangier, dans du Jacques Becker, voilà. C'est marrant, ça. Parce que j'adore, j'ai découvert Konchalovsky, j'ai découvert Tarkovsky. En fait, on a des cinéphilies, je crois, tous les trois, hyper larges. On n'est vraiment pas sectaires. Et je suis aussi passionné, je le dis, par tout un pan de la production pornographique d'une certaine époque, tout ça. Enfin, on a une cinéphilie très très large qui va vraiment sur plein de sujets, plein de réalisateurs. D'ailleurs, je pense que ça va se ressentir dans la revue, y compris quand elle va évoluer. Hein. Mais on a vraiment une cinéphilie très large. Et c'est vrai que le Festival du film d'Amiens, il a joué un rôle important, nous a permis de vivre des choses incroyables. Je pense là toute l'équipe de Prime Cut, quasiment, en tout cas nous trois. Parce que je me souviens d'un moment assez incroyable où on a pu passer avec Thomas et Christophe, on a petit déjeuner avec John Landis, on est resté quasiment 3 heures avec lui, on a pu passer, c'est pareil avec Thomas, 3 heures avec Vittorio Storaro à échanger, c'était absolument passionnant. Enfin voilà, on a passé des moments, je pense, assez inoubliables. Est-ce que tu peux... Pardon de te dire ça, vraiment, mais il y en a quand même encore quelques-unes qui ne savent pas qui est Storaro, juste dire immense directeur de la photographie qui a eu, je crois, 3 Oscars, si je ne m'abuse, par exemple, pour Reds de Warren Beatty. Je crois pour Le Dernier Empereur aussi, il me semble, et puis peut-être pour Apocalypse Now aussi, je crois. Hein, c'est 3 Oscars. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, un immense directeur de la photographie. Et comme ça fait des années que je travaille pour un livre qui sera édité par The Ecstasy of Film sur le Giallo, moi, je voulais le rencontrer parce qu'il a fait la photo en début de carrière de 2 Giallo, de L'Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento, et puis il a travaillé sur Journée Noire pour un bélier de Luigi Bazzoni. Voilà, donc il a fait des choses dans le Giallo aussi, donc c'était intéressant pour moi de le rencontrer pour discuter de tout ça. Et puis Thomas lui en a profiter pour parler aussi du travail qu'il avait fait. Je crois que c'était sur l'Exorciste aussi, Thomas, sur l'une des séquelles de l'Exorciste. Donc c'était, donc Storaro, immense directeur de la photographie. Oui, Christophe, il parlait de la dernière séance. Effectivement, la dernière séance, c'est aussi quelque chose de matriciel chez nous, avec notamment les westerns, n'est-ce pas, Christophe? Tout est western. Le cinéma fantastique, il y avait du Terence Fisher, il y avait du Jack Arnold,
donc tous les westerns aussi, mais il y a aussi, je pense aussi à ce qui a contribué, et c'est là aussi où j'ai peut-être aussi un peu plus été familiarisé avec le cinéma italien avant de connaître Jérôme, c'est cinéma de quartier, Quartier interdit. Exactement. Exactement. Des films qui étaient un peu tombés dans l'oubli, qui n'étaient pas si courants que ça en fait, hein, et qui ont été un peu remis au goût du jour. Et moi, enfin, je voudrais dire que ce que je veux dire, c'est que aussi la revue, on voudrait s'inscrire dans cette démarche-là. Essayer de remettre un peu au goût du jour, de mettre en lumière des cinéastes ou des films un peu oubliés. Et pas forcément des grands cinéastes, attention. C'est aussi montrer un autre angle d'analyse de cinéastes qui peuvent être détestés ou mésestimés ou sous-estimés, etc. Et pour rebondir sur ce que disait Christophe, et ce qui va avec ce que Thomas vient de dire, c'est vrai que dans notre optique, si on se souvient de quand on était enfant, en fait, cette cinéphilie-là qu'on aime aujourd'hui, qui est plébiscitée aujourd'hui, hein, parce qu'il y a eu des gens comme Tarantino, voilà, il y a eu qui ont dit j'aime ci, j'aime ça. Du coup, ça a un peu ouvert à ma grande surprise. Par exemple, le succès rencontré par Fernando Di Leo, les ressorties de Fernando Di Leo que j'adore. Hein, et il y a pas longtemps chez Elephant Tube, j'étais très étonné du succès rencontré par ces films. Ces films-là, nous, quand on allait les louer au vidéoclub, parce qu'on est des enfants des vidéoclubs, là, tous les trois, hein, on a, faut le dire, le vidéoclub a joué un rôle important dans notre cinéphilie, on était regardés un peu comme des gars étranges. C'est-à-dire, c'est des films bizarres, c'est des films pas normaux. Attention, je sais pas ce que ça veut dire la normalité, mais enfin, c'est ce qu'on nous disait. On était regardés un peu étrangement. Et aujourd'hui, tout ça, c'est un peu pignon sur rue. On n'est plus dans l'ordre de la martingale. Et Prime Cut, c'est un peu ça. C'est-à-dire, si on prend Michael Winner, par exemple, qui est au centre du premier numéro de Prime Cut, c'est typique du cinéaste qui a une certaine image, une certaine réputation. On nous a dit, nous, quand on a annoncé qu'on allait faire un numéro sur Winner, on nous a dit, Winner, ce facho, c'est pas très malin, c'est pas, ça donne des mauvais... ça donne des mauvaises indications, vous rencontrerez pas votre public et tout. Tant pis, ils se sont trompés, hein. Il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Mais ça rentre dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que nous, on a voulu montrer, comme le disait Thomas, que si on prend Winner sous différents angles, si on prend différentes parties de sa filmo, non, Winner, c'est pas que le mec qui a fait Un justicier dans la ville. Winner, c'est plein d'autres choses. La première période anglaise un peu plus sociale, nouvelle vague, ça va être des comédies, ça va être son attrait pour le sadisme aussi, quelque chose d'intéressant, mais ça va être plein de choses en fait, Winner, et surtout pas la caricature qu'on en fait. Et Thomas le dit, on veut pas notre message, c'est pas de dire Winner, c'est un Kubrick ignoré, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il y a quelques réalisateurs comme ça qui ont échappé à la critique à une époque dont on reconnaît aujourd'hui la valeur, on va dire des Mario Bava, des Dario Argento, peut-être des Brian De Palma, quoique la dernière partie de carrière de Brian De Palma est largement sous-évaluée, mais il y a pas mal de cinéastes comme ça qu'on réhabilite. Winner, on ne dit pas que c'est un grand cinéaste, par contre on dit que c'est un cinéaste vachement intéressant, et nous on a trouvé plein de choses intéressantes chez Winner, et c'est ça qu'on voulait partager avec les lecteurs, quoi. On voulait vraiment leur dire il y a une autre manière de regarder Winner. Voilà. Et il fait partie effectivement de ces cinéastes de l'ombre. Tout le monde a vu un film de Winner, même sans le savoir, même ceux qui ont vu le Agatha Christie, même ceux qui ont vu des films plus détentes comme Firepower avec James Coburn et tout ça. Enfin ils ont vu du Winner sans le savoir. Donc, et nous, on voulait aller casser cette image et démontrer que tout est plus complexe. Winner, par exemple, hein, très très à droite sur les questions régaliennes, et en même temps pour le mariage homosexuel, pour l'adoption, pour l'homoparentalité, pour l'euthanasie. Donc c'est la démonstration qu'en fait on n'est pas monolithique, personne n'est monolithique, et que c'est un cinéaste plus compliqué que le portrait qu'on a voulu en tracer, que la caricature qu'on a voulu en faire. Il y a dans les années 60, quand il y a eu la nouvelle relève de critiques de cinéma au Cahier, dont faisait partie Serge Danet, etc., Luis Kurecki. Beaucoup plus tard, Danet avait dit moi, je suis fier d'avoir
dans les années 60, fait partie de ce groupe de critiques de cinéma qui avons dit non, Boris Barnett, c'est très très bon, et Ricardo Freda, c'est génialissime, vous vous êtes trompés les anciens, vous êtes passés à côté de la plaque. En fait, là où je veux en venir, c'est que, et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, dans 30, 40 ans, si je suis encore de ce monde, de voir un peu comment les critiques de cinéma d'une autre génération, hein, celles qui ont 20, 30 ans, vont peut-être réévaluer des films ou des cinéastes qui, nous, aujourd'hui, pour nous, sont peut-être pas très bons. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que quand j'ai lu les 170 pages du dossier sur Michael Winner, quand même, il faut le préciser, il y a 170 pages, c'est juste génial. C'est pour ça que je parlais de livres. En fait, il y a aussi cette idée de dire, il est à nous ce cinéaste, et on va pas forcément le réhabiliter, mais on va le revoir autrement, et on va essayer de ne pas rester. En fait, c'est un problème de génération. Chaque génération, finalement, dit à celle qui vient de partir, ou celle qui est encore là mais qui est encore un peu plus vieille, de dire en gros, ah là, vous n'avez pas su voir. Vous n'avez pas pu voir ou vous n'avez pas voulu voir. Et je pense que Michael Winner, c'est un peu ça. Vous n'avez pas voulu voir. Il y a de cela que je retrouve beaucoup dans l'essence même de cette revue. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Parce qu'il y a des grands films quand même, Winner. Attention, The Mechanic, Le Flingueur, c'est un excellent film. Les Collines de la Terreur, c'est un excellent film. Enfin, il y a pas mal de films qui sont vachement bons. Et effectivement, on avait à cœur de les défendre. Ça, c'est sûr. De toute façon, par rapport à ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est qu'on peut voir, bon, je ne vais pas revenir à chaque fois sur le cinéma italien, mais on peut voir qu'un Fulci à son époque n'était pas aimé, qu'un Bava a été redécouvert que récemment, qu'il y a beaucoup un pan de cinéma où on parle beaucoup en fait de ce qu'on connaît. C'est pareil, c'est faire non pas qu'il 10 livres sur Carpenter, voilà quoi. Au bout d'un moment, Carpenter on le connaît, c'est très bien, on l'adore. Mais au bout d'un moment, quoi dire de plus que ce qu'on sait déjà, qu'une personne, même moi en travaillant sur Winner, j'ai découvert des films que je connaissais pas, comme Le Corrupteur, qui a été une claque et que j'ai jamais vu avant parce que la jaquette était pas belle, parce que je trouvais Brando un petit peu trop sale, un petit peu voilà, répugnant et tout. C'est ce qu'il faisait. Et du coup, je mets le film. Voilà, parce que et puis ça a été une grosse découverte, ça fait partie de mes winners actuellement préférés. Et puis on découvre un réalisateur sur cette thématique, et puis quelqu'un qui est pas qui n'a jamais tout blanc tout noir, quoi. Il navigue toujours entre les deux, donc c'est vrai qu'on essaie de lui mettre des étiquettes et en fait moi j'ai l'impression qu'il s'en fout, quoi. Les étiquettes, voilà, il fait son cinéma, bon, il aime bien, il est provocateur, ça de toute façon, ça tout le monde le sait, hein, c'est pas nouveau, mais du moins je trouve que c'est notre rôle en fait, c'est notre cinéphilie, on essaie de refaire découvrir, refaire partager, disons c'est notre but aussi, hein, je veux dire quand moi souvent j'ai des clients ou des cinéphiles qui me disent ouais j'ai redécouvert Winner sous un autre angle grâce à vos textes, grâce à la revue, et puis ça m'a donné l'envie. Déjà de pouvoir, le but c'est d'amener ce partage, de donner envie, en fait, de revoir les films sous un autre angle. Et ça, c'est ce que peut dire Thomas ou Jérôme ou Manu, c'est que c'est quelque part, c'est un peu notre rôle de refaire découvrir ça, de le remettre en avant. Toré nous dit que par exemple, à la mort de Winner, personne n'a fait limite de texte de nécro sur lui, personne ne voulait en parler. Pourquoi? Il y a quelque chose de sale derrière, il y a quelque chose, c'est quoi? Ça reste un réalisateur dont on peut parler, dont on peut. Mais voilà, c'est révélateur de quelque chose et que je trouve que Winner, pour un premier numéro, montrer un petit peu, et puis comme tu disais, hein, on arrive quand même à en tirer 170 pages, 180 pages, et encore on s'est freiné. Hein. Oui. On aurait pu en faire plus, on aurait pu en faire plus. Voilà, il y en a qui nous ont même dit au bout des 170 pages, on aurait voulu avoir plus. C'est là où on se dit, pour nous, on pensait à un trop-plein et finalement, on a donné envie d'avoir. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt intéressant. Mais cet aspect, en fait,
culturel qui devient contre-culturel, parce que finalement, on se dit, mais après, je sais pas, hein, les copains Thomas et Jérôme vont peut-être pas être d'accord avec ça, mais du coup, ça en devient plus de la culture, ça en devient de la contre-culture, parce que, un petit peu comme le tatouage à l'époque, ce qui est maintenant dans la culture. Est-ce que Winner et puis les dossiers de l'écran, on voit c'était un petit peu ça aussi à l'époque. C'est qu'on avait un mort l'arbitre, un quoi que ce soit, un mort l'arbitre, le prix du danger, un Boissé, tout ça. Il y avait une discussion autour. Ça reste quand même. Et les winners, quoi qu'on en dise, quand on regarde quand même, quand on regarde The Mechanic sur l'homosexualité, Scorpio, tout ça, bon bref, je vais laisser la parole aux copains, mais du coup, c'est vrai que tout ça, c'est notre rôle aussi de le faire. Et je pense que si on ne le fait pas, j'ai bien l'impression que personne d'autre le fera. Donc, au final, c'est pas mal que ça soit nous, quoi. Puis personne ne le fera à notre manière. Voilà. C'est notre point de vue, voilà. C'est notre point de vue, c'est notre vision. Les textes, d'ailleurs, on sent bien qu'il y a des personnes, c'est pas écrit. Après, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais tu as quand même chaque auteur de chaque texte a sa vision aussi sur Winner. Après, tout le monde n'est pas. C'est le but de la revue aussi d'avoir un nombre de rédacteurs qui viennent d'horizons différents. Voilà, ça c'est plus à Thomas et à Jérôme. Là, je leur passe la main. Non, mais c'est vrai qu'on va avoir un ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma qui va cohabiter avec le rédacteur en chef de Vidéotopsie. On va avoir Thierry Jousse avec David Didlot, par exemple. On va avoir un universitaire érudit comme Franck Lafont. On va avoir quelqu'un qui travaille sur la canne classique comme Gérald Duchossois, Romain Van Destichel, son acolyte. Enfin, je ne peux pas tous les citer et je m'excuse pour ceux que je n'ai pas cités, mais voilà, il y a effectivement une grande variété de plumes, c'est ce qu'on voulait. Je pense Sébastien Guéraud, Maxime Lachaud, Lionel Grenier, enfin, il y a tous ces gens-là. Ça apporte une diversité. Ça nous paraît primordial. Et les lecteurs verront dans le numéro 2 avec Boissé, puisque parler de Boissé, comment dire, Christophe, on a découvert des choses sur Boissé. Moi, par exemple, il y a un texte que j'ai fait. Boissé a fait un dialogue avec Ingrid Chauvin. Qui savait ça? Boissé a fait un dialogue avec Ingrid. Alors, c'est sûr, c'est pas son meilleur film, mais c'est quand même assez hallucinant. Enfin, on a découvert plein de choses, son travail documentaire, il va y avoir plein de choses que les gens ne savent pas, des projets non aboutis. En fait, en fouillant, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça que j'adore, parce que la préparation de ces numéros, elle nous oblige à aller chercher de l'info qu'on n'aurait pas forcément. Donc, on va aller chercher des vieilles coupures de presse, des coupures de presse à l'étranger, tout ça. Pour Winner, on a été chercher aussi des films jamais sortis en France. Ses premiers courts-métrages, on a été les chercher auprès de la BFI, tout ça, qui est l'équivalent, un peu de l'INA, mais en Angleterre, quoi, voilà. Donc, on a été récupérer tout ça. Et pour Boissé, il y aura aussi des choses qui sortent du domaine du tout venant sur Boissé. Par exemple, on dit toujours que le projet avorté de Boissé, c'est Barracuda. Il y a plein de projets. Il y a plein de projets de Boissé. On a découvert des choses, plein de projets de films avortés, tout ça. Enfin, il y aura plein de choses que les gens ne savent pas sur Boissé. Et franchement, c'est ça qui est passionnant aussi quand on fait une revue comme celle-ci, c'est qu'on va à la pêche aux infos. Nous-mêmes, on arrive à se surprendre alors qu'on est des cinéphiles fous avec des bouquins et des films du sol au plafond chez nous, des affiches, des BO, des machins. Il y en a partout. Thomas pourra en témoigner, il vient de faire le ménage chez lui, il n'en pouvait plus. Mais on en a partout, du sol au plafond. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, on fait cette revue qui est éditée par Ecstasy au film, on s'extasie à la faire, voilà, pour faire un jeu de mots un peu pourri. Voilà. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est surpris par ce qu'on découvre. Moi, sur Winner, j'ai découvert plein de choses. Sur Boissé, là, j'ai découvert plein de choses. Donc, je pense que tant qu'on aura ce plaisir-là de la découverte, on pourra le transmettre à nos lecteurs. Ah oui, j'espère que c'est partagé. En tout cas. Limite, c'est un peu. Je vais revenir à l'image qui me vient quand Jérôme parle de ça. C'est on pourrait dire que c'est facile, mais c'est limite de l'archéologie, quoi. On travaille, on déterre, on déterre les choses et tout. C'est un peu comme l'image qui me vient des frissons d'angoisse quand le mec découvre derrière le papier peint en fait un dessin. En fait, c'est un peu ça. C'est ce qu'on va découvrir à chaque fois derrière
réalisateur en donnant notre point de vue, notre angle de vue. Et ça, c'est important que ça soit pas, que ça soit aussi la revue comme Thomas. Voilà. Je sais que pour en venir aussi, c'est quelque chose pour en revenir à l'origine aussi de Prime Cut, parce que du coup, on a enchaîné. C'est que ça vient aussi un petit peu de Thomas qui a eu cette idée-là, dont il nous parlait depuis longtemps. Voilà, mais ça, Thomas va nous le dire là. Ouais, c'est un long cheminement. Ouais. Bon, de toute façon, Samir le sait, j'avais un site internet d'abord. Ça fait Le Coin de l'œil qui a été piraté. Et d'où j'essayais de parler un peu d'autre chose que des films dont tout le monde parle en fait. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle des mêmes films en fait. Et notamment, j'essaie de réhabiliter des films mal aimés, mal vus. Je pense notamment à un film qui fait encore débat aujourd'hui, notamment avec l'un de nos rédacteurs là. On en parle souvent lui et moi. C'est L'Enfer du devoir de William Friedkin. Et un petit salut à Michel, on va le citer. Je me souviendrai toujours de l'article d'Olivier Séguret dans Libération sur ce film qui était je l'ai pas vu. Assez croustillant. Enfin, je t'en prie, vas-y, poursuis. Oui, donc moi je voulais, parce que je trouve que parfois on a un peu tendance à enfermer des cinéastes ou des films dans des cases, dans des clichés. Et j'avais dans l'idée d'écrire sur les films ce qu'on considère comme les mauvais films de grands cinéastes. Mais de voir un peu pourquoi on considère que c'est un mauvais film, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on considère que c'est un mauvais film. Est-ce que c'est vraiment un mauvais film ou pas, ou est-ce que c'est un cliché comme il y en a de temps en temps, par exemple, les clichés du style Avatar, il n'y a pas de scénario, alors qu'il y en a un, tout le monde dit il n'y a pas de scénario, même ceux qui n'ont jamais écrit de scénario, qui n'en ont jamais lu de leur vie, disent il n'y a pas de scénario. Mais bon, donc c'était un peu aller à l'encontre de ce genre de clichés qu'on peut entendre ou lire dans des critiques. Et donc, voilà, j'avais ça en tête, et puis petit à petit, on en a parlé entre nous, et puis voilà, ça s'est mis en route, et puis chacun y a apporté son petit grain de sel, a donné son idée de rubrique, etc., etc. Parce que moi, ça fait longtemps que je voulais faire une revue. Ça fait bien 20 ans avant mon site, mais j'ai pas forcément les connexions pour avoir une rédaction, pour mettre ça en place, etc. Donc c'est grâce à Christophe avec The Ecstasy of Film, sa structure, et puis Jérôme qui lui a beaucoup de connexions, connaît beaucoup de gens qui ont la majeure partie des rédacteurs de la revue viennent du carnet d'adresses de Jérôme. Jérôme est très connecté, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas la fibre, mais je ne sais pas comment il fait, il est très connecté. Le fait d'avoir fait des piges dans plein de revues et dans plein de bouquins fait que, effectivement, après, tu as un réseau, c'est comme ça, voilà. Moi aussi, j'ai fait des piges dans des revues et des trucs, etc., mais c'est pas pour ça que j'ai un réseau. Ah bon. Mais, non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, et puis. C'est vrai que le fait qu'on les copains sont venus me demander, moi, c'est un travail que je fais avec, au niveau de la vidéo, avec Ecstasy of Film depuis un petit moment, voilà, de remettre en avant un Mark Goldblatt. Tout le monde m'a pris pour un zozo aussi, de remettre en avant le Punisher et Mark Goldblatt. Après, je peux passer justement, c'est ce qui fait aussi un peu où je me retrouve dans la revue, et puis ce qui fait aussi qu'on a une cinéphilie où il n'y a pas. On décloisonne tout, et c'est ce que disait Thomas, c'est qu'on peut le voir autrement. C'est que je peux passer d'un Goldblatt à Avati, à Pupi Avati, à un autre réalisateur. Voilà, c'est pas dérangeant. À Michael Bay, voilà, à n'importe quoi. Mais tu vois, dans 20-25 ans, il est probable que quelqu'un vienne ou qu'il y a un groupe de personnes qui ont 20-30 ans et qui nous diront mais vous êtes vraiment passé à côté de Michael Bay, quoi. C'est dommage. Pas moi, je dis Michael Bay, c'est un grand. C'est possible. Mais non, mais voilà, c'est vraiment une chose qui est importante, et puis disons qu'il y a Winner, et puis il y a tout ce qu'il y a à côté aussi avec je vais revenir à Don Siegel, mais on ne sait pas spécialement que voilà, la Sentinelle des Maudits, au début il y avait Don Siegel dessus, donc on a Franck Lafont qui nous parle ça,
c'est intéressant, ce qui sera aussi le cas avec Boissé dans le numéro 2. Après, Jérôme et Thomas peuvent en parler autant que moi. C'est ces projets avortés, c'est ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est intéressant. C'est, comme je disais, bon, avoir une énième fois un Carpenter ou le faire les Carpenter qui sont le moins aimés, puis mettre un peu en lumière les Carpenter qui sont moins aimés, mais redire que c'est intéressant, mais au bout d'un moment, quoi, c'est plus... disons, le cinéma est tellement large qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi de parler des cinémas un petit peu oubliés, des personnes mal aimées dans le cinéma. Puis je pense que c'est le rôle, c'est pareil. Je disais moi d'un côté ce que je fais, c'est ce que fait Jérôme lorsqu'il fait Culture Prohibée, quoi, la radio. C'est intéressant de faire ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a plein. On chronique des livres, on fait aussi un peu. Bon, c'est pas la grosse partie de Prime Cut, mais disons que c'est pareil. Dans le documentaire, on parle pas spécialement de réalisateurs super connus, même dans le documentaire, dans le premier Prime Cut. Voilà, j'en ai oublié le nom. C'est Jérôme qui a fait d'ailleurs l'interview de Jérôme Ouibon. De Jérôme Ouibon et du réalisateur. Tu parles d'Alain Mazard sur le cinéma expérimental. L'éditeur honteux qui oublie ce qu'il a dans son. Vachement bien, Alain Mazard. C'est une découverte que je dois à Franck Lafont, d'ailleurs. Voilà. C'est le but. Alors, mais voilà, enfin, la revue, du coup, excuse-moi, oui, il y a les Non, mais en fait, je pense que toi et moi, on allait dire la même chose. Donc, je vais juste poser la question, enfin, vous poser la question, et je crois que c'était surtout sur la structure l'architecture du livre, comment elle a été pensée. On a compris que la première grosse partie, c'est sur le cinéaste que vous mettez en couverture. Donc là, pour le coup, c'est Michael Wiener. Et ensuite, il y a toute une partie entre la page 178 et 212 où vous parlez, vous chroniquez des DVD, des livres, c'est important pour vous, ça aussi, et d'autres choses. Il y a par exemple, j'ai été extrêmement étonné, enfin j'étais super content surtout que quelqu'un se dit tiens, je vais écrire sur Maroun Baghdadi, qui est un cinéaste juste fascinant. Enfin, c'est impressionnant, Maroun Baghdadi. Et voilà, c'est des choses comme ça. Alors, juste deux choses. Donc, d'abord, comment a été conçue cette architecture? Et puis, deuxième chose, et qui, à mon avis, va nous emmener jusqu'à la fin de l'émission, tellement il y aura deux choses à dire, c'est que je vais me permettre de lire un extrait de l'édito. Parce que si ce que je vais vous lire, vous l'avez écrit, c'est que c'est quelque chose quand même qui vous interpelle. Parce que Michael Wiener, c'est sympa, c'est gentil, c'est une position éditoriale, mais il n'y a pas que. Vous dites un moment. De là vient l'inspiration de Prime Cut. Allez trouver des réalisateurs là où personne ne les attend, donner notre grille de lecture de leur travail, éclairer une œuvre mise de côté, voire déceler un éclat de génie au sein d'une filmographie ne brillant pas par sa qualité. Ça, c'est ce que... Voilà, on en a parlé. À une époque où une partie de la communauté dite cinéphile semble se contenter de lieux communs, se retrancher dans des représentations et des postures qui forment autant de clans, ce travail de mise en lumière, de défense de ceux qui sont restés à la marge s'avère nécessaire et salvateur. Et moi, je me souviens, je ne sais pas si Thomas se souvient, on avait une conversation il y a quelques années de cela sur Facebook, par rapport à tout ça, quoi, cette communauté, ce système qui dit qu'il faut voir ces films-là, cette manière de parler des films en n'ayant vu qu'une seule fois le film. Ça, c'est un truc que vous parlez dans l'édito. L'idée qu'on ne voit pas une seule fois un film, il faut plusieurs fois. Voilà. Donc cet aspect-là de la position éditoriale aussi, j'ai l'impression que ça vous interpelle. Il y a quand même aussi, vous créez cette revue parce qu'il y a un manque. Vous créez cette revue aussi peut-être contre une autre manière de regarder le cinéma. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Alors, pour ce qui est de la structure de la revue, bon, il y avait comme disait Thomas tout à l'heure, ça s'est construit petit à petit. Alors, on peut dire merci au confinement, parce qu'en fait, ce qui a boosté la mise en place de la revue, c'est le fait qu'à un moment, on était confinés, qu'on ne pouvait pas se voir physiquement, et que du coup, c'est à ce moment-là que nos cerveaux ont turbiné à fond et qu'on a fait énormément de réunions en visio et qu'on a énormément échangé. Et comme le rappelait Thomas, ça a fusé de partout. On dit, tiens, si on faisait
une rubrique sur les documentaires parce qu'on parle jamais des documentaires. Il n'y a pas de rubrique documentaire quasiment dans les revues de ciné. Ou bien, est-ce qu'on se fait une partie de la revue sur les BO parce que les BO, c'est quasiment abandonné par toutes les revues de ciné. On en parle très peu des BO. Donc, enfin, plein de choses comme ça. Les livres de cinéma. Les livres de cinéma. Parce que oui. c'est que sur les livres de cinéma. C'est-à-dire qu'on on se mélange pas, il n'y a pas toutes sortes de livres, c'est des livres sur le cinéma que l'on aborde. Et puis, voilà, donc, effectivement, ça, c'est des différents échanges avec aussi Emmanuel Legagne, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est retenu par des obligations professionnelles. Mais voilà. Et pour ce qui est de l'édito et de ce que tu dis, c'est-à-dire que nous, on n'aime pas les chapelles, quoi. Voilà. Alors, je parle des chapelles en termes cinéphiliques, quoi, avec chacun qui va s'enfermer dans sa chapelle. Et forcément, si l'autre dit le contraire de soi ou s'il n'a pas le même avis que celui qu'on peut avoir, il va forcément être contre nous. On trouve ça ridicule, en fait. On pense que l'échange et le dialogue, c'est ce qui peut apporter le plus et qu'effectivement, le cinéma n'est pas une affaire de posture, quoi. Le cinéma, c'est une affaire de tripes, de sensations que ça te procure, je sais pas, le lien qu'on peut avoir avec le cinéma qui est très fort, le lien avec, je sais que moi, je regarde au moins un film par jour, par exemple. Voilà, c'est viscéral le lien avec le cinéma et le lien avec la salle aussi d'ailleurs. Mais voilà, et on comprend pas en fait, c'est parce qu'on est en train de basculer le vieux coup peut-être avec la cinquantaine approchant, mais on a un peu de mal avec comment dire, oui, à la fois cette façon de faire du cinéma et puis cette façon d'enfermer dans des chapelles avec ce qu'il est de bon goût d'aimer, ce qu'il est de bon goût de détester, tel réalisateur va être voué aux gémonies parce que voilà, enfin d'ailleurs nous par exemple dans Culture Prohibée c'est pas Prime Cut, hein, mais bon bah au moment où il y avait les manifs qui nous disaient il faut pas aller voir J'accuse de Polanski, nous on faisait une émission où on parlait de Polanski avec Dominique Legrand qui écrit aussi dans la revue puis qui avait écrit un livre sur Polanski. Si Polanski a fait des choses répréhensibles, eh bien évidemment il doit être puni, mais après on parle de ces films là, voilà. Et en l'occurrence J'accuse était un film qu'il était c'est un très bon film et c'est un film qu'il était très intéressant de voir au moment de sa sortie, puis qui est encore toujours bien d'actualité, hein, voilà. Donc c'est tout ça qui nous embête, c'est-à-dire que on avait parlé aussi dans Culture Prohibée des Cultural Studies avec David Da Silva qui a écrit un bouquin là-dessus. Et il se trouve que ça a dégénéré tout ça et c'en est arrivé à certaines formes de censure en fait. Alors je veux pas utiliser les mots des réactionnaires, la culture woke, machin, tout ça, parce que je veux pas m'embringuer là-dedans. C'est un débat dans lequel on ne sort pas de toute façon parce que ça va être lieu commun contre lieu commun. C'est pas ça qu'on dit. Nous, ce qui nous embête profondément en fait, c'est comme tu le disais. Cette façon de vouer aux gémonies tel type de réalisateur. On parlait de Michael Bay, c'est un bon exemple, Michael Bay. Moi, je suis pas un gros fan de Michael Bay, mais Thomas adore Michael Bay. Mais par exemple, alors j'ai pas vu je n'ai pas vu l'ambulance, son dernier film, mais ces deux films d'avant, son film de guerre et No Pain, No Gain, c'est quand même vachement intéressant sur ce que ça dit de notre société, sur ce que ça raconte. Voilà, donc il y en a marre des chapelles, quoi. Voilà, ça nous emmerde. On n'a pas envie de s'enfermer, nous, dans une chapelle, et on n'a pas envie qu'on nous enferme dedans. Ouais, on peut parler de Michael Winner aujourd'hui, on peut parler de Boissier, on peut parler de Baghdadi, on peut parler de plein de cinéastes. Qu'est-ce qui nous en empêche après tout, quoi? Pourquoi on devrait se contenter d'un genre? Pourquoi on devrait se contenter d'un cinéaste? Pourquoi on devrait se contenter d'un continent? Voilà. Moi, je suis désolé, voilà. Alors, c'est un peu comme ça qu'on voyait les choses, mais je pense que Thomas va compléter parce que Thomas, il avait grandement contribué aussi à l'édito, consigne volontairement la rédaction, puisque l'édito fait le consensus d'échange entre nous, en fait. C'est un consensus d'échange entre nous sur voilà, sur ce qu'on veut mettre en avant dans la revue. Et on avait très à cœur aussi, parce qu'on trouve que très souvent, l'édito dans les revues de cinéma, c'est quelque chose qui est pas traité comme il se doit, et on avait très à cœur de faire des vrais éditos aussi. Voilà, ça c'est important. Je pense je me souviens d'une conversation que j'ai eue, un échange que j'ai eu sur un réseau social il y a quelques années à propos d'un film, comment elle s'appelle, Pascal, celle qui a fait Lady Chatterley, là. Oui, Pascal Ferrand. Elle avait sorti un film qui se passe à Roissy, et puis il y a un qui m'avait violemment pris à partie parce que j'avais bien aimé le film,
Et puis il me disait, mais comment peut-on aimer Friedkin et Pascal Ferrand? Bah, je sais pas. En étant moins con que toi, j'avais envie de lui dire, mais bon. Mais voilà, qu'est-ce qui empêche qu'on peut aimer Pascal Ferrand et William Friedkin, quoi? Qu'est-ce qui fait que lundi je suis allé voir Michael Bay et puis je sais pas, je vais aller voir Bruno Redal à la fin de la semaine. Je peux regarder je peux me faire un cycle au zoo et puis regarder après du William Friedkin, etc. Tout ce qui nous intéresse, c'est la mise en scène, c'est aussi le regard porté sur le monde. C'est ça le cinéma, c'est le regard porté sur le monde. Moi, le cinéma m'a amené à la littérature et le cinéma m'a aussi amené à regarder le monde autrement, quoi. Je veux dire, c'est le cinéma qui m'a ouvert sur le monde. C'est le cinéma qui m'a ouvert sur le continent africain, par exemple. Où est-ce que je voulais en venir aussi? Oui, il y a aussi, parfois, il y en a qui utilisent le cinéma, certains films, pour brandir un étendard. Par exemple, et du coup, il y a des cinéastes qui sont effectivement voués aux gémonies, alors que on leur dit qu'ils sont taxés de fascistes. Généralement, c'est des cinéastes américains, hein, sont facilement taxés de fascistes, etc. Alors que finalement, quand on regarde, c'est un peu plus complexe que ça. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour manier l'ambiguïté, pour manier les thèmes qu'ils veulent toucher. Je pense à un cinéaste très précis. Je pense à Joel Schumacher, qu'on aime détester. Et moi, je pense que Joel Schumacher est un cinéaste beaucoup plus complexe qu'on veut bien le faire croire. Qui est pas un grand cinéaste, et ce qui fait que ces films peuvent être mal interprétés. Mais quand on regarde, pourtant, il y a des moments où je me disais, mais oui, c'est un facho, etc. Mais quand j'ai revu certains de ces films, j'ai vu surtout de la maladresse, et j'ai vu des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on a bien voulu dénoncer à l'époque. Donc, l'idée, c'est aussi de regarder, comme on le disait déjà avant, regarder les cinéastes autrement. Et aussi, il y a des cinéastes qu'on enferme aussi dans d'autres cases, dans un autre genre, je pense. Bon, je cite toujours les mêmes cinéastes, Christophe et Jérôme vont dire. Hein. Je pense à Erwin Kershner. Oh, surprise. Pour beaucoup de toi. Surprenant. Pour beaucoup. Pour moi, c'est surprenant en tout cas. Ah, mais je le fais à chaque fois. Alors, pour beaucoup, Erwin Kershner, c'est Jamais plus jamais, Robocop 2, l'Empire contre-attaque, etc. Alors qu'il a fait d'autres choses complètement différentes en début de carrière, des films plus intimistes, des drames sociaux, etc. Et donc l'idée, ça serait aussi de pouvoir, comme Michael Winner, hein, sa première partie de carrière est plutôt méconnue. Donc l'idée, c'est aussi de fouiller un peu, montrer ce que Erwin Kershner a fait d'autre, parce qu'il est enfermé dans réalisateur de blockbuster, alors que non, il a fait autre chose. Et aussi, je trouve un peu mésestimé, Erwin Kershner. Moi, j'aime bien Robocop 2. C'est pas Ivan Reitman? Non, mais oui, voilà. Mais Thomas, c'est important ce qu'a dit Thomas. C'est important parce que contrairement aux deux autres loustiques qui sont des universitaires, moi, je suis pas du tout un universitaire. C'est-à-dire que je viens pas j'ai pas le même parcours qu'eux qui ont fait la fac, tout ça et tout. Moi, mes parents voulaient que je fasse un vrai métier, donc ils m'ont dit tu vas faire école de commerce. Donc j'étais pas du tout. Sauf que moi, j'ai jamais aimé, donc j'ai jamais travaillé dans ce milieu-là. Ça m'a jamais plu. Mais le cinéma a changé ma vie. Voilà, le cinéma m'a permis de comprendre plein de choses, de comprendre, comme le disait Thomas, de rencontrer l'Afrique, de rencontrer l'Inde, de rencontrer l'Asie, le cinéma hongkongais, le cinéma japonais. J'adore le cinéma japonais aussi. Enfin voilà. Enfin, le cinéma, pour moi, il a changé ma vie. On dit toujours, est-ce que un film peut changer une vie? Moi, le cinéma a changé ma vie. En tout cas, je sais pas si un film peut changer une vie, mais en tout cas, le cinéma, moi, il m'a sauvé quelque part, quoi. Voilà. Ouais. Sinon, aujourd'hui, je serais peut-être un trader. Vous vous rendez compte le truc horrible? Voilà. Ouais. Donc, mais comment dire? Ça, c'est vachement important quand même. Et c'est cette passion-là qu'on essaye de transmettre. Et puis, ouais, effectivement, on a une cinéphilie, je crois, qui est vachement large. Moi, récemment, mon pied au cinéma, ça va être d'avoir vu The Batman de Matt Reeves, que je trouve super bien mise en scène. Et alors que ça fait des années qu'il n'y a plus un seul film de super-héros que j'arrive à terminer, tellement je les trouve nuls. Mais nul de chez nul, avec des private jokes complètement bidons, des trucs filmés comme de la télé, du chant contre chant fainéant et tout. Voilà. Oui, mais j'aime bien les séries télé, mais c'est pas. On parle de cinéma dans la revue, on parle pas de télé, voilà. Mais c'est pas le problème. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a une cinéphilie très large et que je pense que ça doit se ressentir dans la revue et c'est important qu'on arrive à transmettre ça à nos lecteurs.
Et, ouais, pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, par exemple, moi, le cinéma, ce qui a changé chez moi, grâce à Fritz Lang, grâce au film de Fritz Lang, ça m'a fait changer d'avis sur la peine de mort et ça m'a rendu contre la peine de mort. Et ça, c'était le cinéma de Fritz Lang qui m'a donné ça. J'ai le droit de vivre? Non, c'était Fury. Fury. Il y a Fury et j'ai le droit. Il y a Fury. En tout cas, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment avec vous. C'était assez passionnant et donc c'était pour la revue Prime Cut. Dans combien de temps le second arrive? Ça va aller très vite. Il arrivera normalement, il va sortir en mai, je pense. En mai. Bon, bah d'ici là, en tout cas, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour vous procurer celui-ci. Et c'était avec Thomas, Christophe et Jérôme. Et vraiment, c'était passionnant. On aurait pu, je pense, aller encore plus loin pendant 1 heure, peut-être pour parler des super-héros. Mais ça aurait été une autre thématique. J'ai vraiment passé un très bon moment. Vraiment, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps et l'effort de répondre à mes questions. Enfin, à mes 2-3 questions, parce qu'après, vous avez mis en scène vous-même l'émission. Et c'était vraiment un plaisir de vous écouter. Merci à toi beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Ouais, merci à toi. En tout cas, ça fait plaisir. À très vite. Générique. À bientôt. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle